bienvenue pour ce premier talk de 2023. Donc, les talks, c'est une série de rencontres professionnelles autour de thématiques qui nous concernent tous dans le milieu de la culture ou de la culture scientifique, plus particulièrement pour nous. Et ces rendez-vous donc, sont ouverts à toutes et à tous ceux qui sont intéressés, qui sont francophones, que ce soit dans la région grenobloise ou au-delà. Et alors, si vous êtes un petit peu habitué à ces talks, vous avez peut-être remarqué qu'on a changé de nom cette année. Ça ne s'appelle plus les talks de la casemate, mais les talks du réseau. Tout ça parce que la casemate est un peu en transition en ce moment. Enfin, la transition a déjà bien démarré, puisque nous ouvrirons à la rentrée prochaine un nouveau centre de sciences qui s'appelle Cosmocité, qui ouvrira à Pont-de-Claix. Et donc, pour gérer en fait ces deux centres de sciences d'ici la fin d'année, donc Cosmocité et la casemate. La casemate, qui était une association de loi 1901, est devenue un établissement public de coopération culturelle qui s'appelle maintenant Territoire de Sciences. Et donc, voilà, ces talks réseau rentrent plutôt dans la dynamique Territoire de Sciences avec ces missions d'animation du territoire. Donc, par exemple, la coordination de la fête de la science et l'animation de ces rencontres. Donc, dans le cadre de l'ouverture de ce nouveau centre de sciences, justement, on s'est posé beaucoup de questions et on a monté pas mal de choses pour favoriser l'accessibilité à tous les publics. Donc, que ce soit dans le bâtiment, qui est un nouveau bâtiment construit, ou bien dans la proposition culturelle qu'on va pouvoir avoir dans ce nouveau centre de sciences. Et en fait, moi, j'ai découvert plein de choses en travaillant dessus. Ça fait un moment que je suis sensibilisée déjà à ces thèmes sur l'accueil de public avec des besoins spécifiques. Mais en tout cas, ça a généré pas mal de choses qui s'installent chez nous pour Cosmocité et puis la casemate aussi. Et donc, j'ai aussi découvert qu'il y a plein de petits moyens à mettre en place qui ne sont pas forcément des moyens qui coûtent très cher ou qui peuvent prendre beaucoup de temps et qui permettent d'accueillir plus de public et d'être plus inclusif. Et c'est un peu ces expériences-là que j'avais envie de partager en proposant cette thématique aujourd'hui. Et voilà, ça nous concerne tous. Pour ce faire, j'ai invité notre intervenante d'aujourd'hui, qui est Anne-Carole Guirado-Patrico, que je remercie beaucoup d'avoir accepté d'intervenir pour ce talk. Elle est donc chargée d'hospitalité et accessibilité, conseillère en séjour, évaluatrice, tourisme et handicap pour l'agence Grenoble-Alpes. Voilà, si j'ai bien dit. Oui. Et donc, avec elle, nous passerons en revue, ce que je vous propose, c'est passer en revue dans un premier temps peut-être les différents types de handicap pour bien tous être au même niveau, se rappeler un petit peu des différents types d'accueil et types de difficultés qui sont rencontrés par les publics. Et puis, donc, vous rappeler que ces talks sont vraiment un espace d'échange entre nous, que ce soit pour poser des questions générales, des questions plus spécifiques sur vos projets, partager aussi votre expérience du thème, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont aussi très informées probablement parmi vous. Et donc, pour ce faire, vous pouvez utiliser la discussion, le forum de discussion par écrit, ou bien tout simplement lever la main, soit physiquement, soit vous avez en bas de votre écran la possibilité aussi de lever la main dans le webinaire, par les réactions, par exemple. Voilà, lever la main, vous pouvez faire des cœurs, des pouces comme ça, tout ce que vous voulez. Voilà, donc n'hésitez pas en cours de route pour poser vos questions et réagir. Alors, j'ai plusieurs collègues qui participent aujourd'hui, dont particulièrement Jonathan qui va réagir un petit peu sur le chat et puis donc relayer vos questions aussi si vous en avez dans le forum de discussion. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé, mais pour commencer tout ça et puis vous donner un petit peu la parole et mieux vous connaître, je vous propose une petite animation de démarrage. Alors avec soit pour ceux qui ont la caméra ouverte, un système de réponse qui va être ce qu'on appelle l'armomètre, c'est-à-dire que je vais poser une question
Et soit vous allez être plus en bas de l'écran, selon ce que je vais vous dire, soit vous allez être tout au haut de l'écran. C'est un peu notre échelle. Et pour ceux qui ne souhaitent pas ouvrir leur caméra, ben, vous pouvez prendre le forum et répondre directement aux questions que je vais vous poser. Ou bien, ben, avec un système d'échelle aussi, répondre de 1 à 5. Voilà, selon vos réponses. On va commencer très, très facile, hein, en vous demandant ben, comment vous allez ce matin, tout simplement. Donc, si vous n'allez pas très bien, vous pouvez mettre l'échelle en bas, échelle 1. Si vous allez très, très bien, allez jusqu'en haut. Voilà, et dans le chat, pareil. Ouais, c'est plutôt pas mal. On est au-dessus de la moyenne, j'ai l'impression. Ah, on a même du 7. Alors là, c'est de super forme. Parfait. Donc, tout le monde est prêt pour le chat ce matin. Alors, la deuxième question, c'est à quelle distance vous trouvez-vous de Grenoble? Est-ce qu'on peut avoir des gens qui sont de Grenoble et puis d'autres qui viennent d'un petit peu plus loin? Donc, moi, je suis plutôt là parce que je suis dans la périphérie de Grenoble, on va dire. Mais voilà. Si on est à Grenoble, on peut se mettre tout en haut. Et plus on s'éloigne, plus on va en bas, d'accord? On a 4 en borne, ok. Bon, il y a plutôt du local dans les vidéos. Et je crois qu'il y avait une personne de Strasbourg, il me semble, qui était inscrite dans les plus loin qu'on a, il me semble. Donc, on verra dans le chat si ça réagit. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est plutôt sur du local. Donc, c'est très bien aussi. Alors, la prochaine question, est-ce que vous avez déjà été formé ou sensibilisé donc, à l'accueil de personnes en situation de handicap? Donc, si pas du tout, on est en bas. Si beaucoup, on est en haut. Et moi, je suis à peu près là. Voilà. Ok, donc on a vraiment des choses très différentes. On va avoir des personnes très formées, des personnes moins formées. Donc, c'est super, on va pouvoir échanger aussi nos expériences. Et puis, la dernière question, c'est est-ce que vous menez en ce moment un projet spécifique au regard de l'accessibilité dans un lieu ou dans une activité en particulier? Voilà. Est-ce que vous êtes très impliqué en ce moment ou plutôt pas trop? Voilà. Moi, je suis plutôt très impliquée. Ok, pareil, il y a de tout, plus ou moins. Ça marche. Eh ben, c'est super. Je vous remercie beaucoup pour cette petite introduction. Ça permet aussi de mieux vous connaître. Mais voilà, on pourra aussi échanger en cours de route. Eh bien, je vous propose qu'on démarre avec Anne-Carole tout de suite. Et peut-être Anne-Carole, pour commencer et aussi pour mieux te connaître, toi, te demander, donc tu es évaluatrice pour le label Tourisme et Handicap. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus ce que ça engendre, qui est concerné par ce label? Très bien, très très bien. Merci pour cette présentation et ce petit test, c'était très sympa et je retiens pour d'autres fois. Alors, je travaille donc rapidement, je suis à l'Office de tourisme qui est devenu agence maintenant, mais depuis pas loin de 30 ans. Ça vous donne à peu près une idée de l'âge que je peux avoir. Et j'ai fait pas mal de services différents, mais aujourd'hui, je suis plutôt stabilisée au service accueil touristique, développement touristique. Et j'ai eu la chance, il y a une dizaine d'années, d'être formée par la région au label, effectivement, Tourisme Handicap, sachant que c'est la seule marque d'État qui existe sur le handicap. Je ne parle pas de la loi, hein. On en reparlera certainement après, mais pardon pour le téléphone qui sonne au bureau de ma collègue, ça peut arriver, hein, excusez-nous par avance. La loi, c'est une chose, le label en est une autre, même si c'est très complémentaire. Mais le label est la seule marque d'État, État français, portée par les régions, et la région lance régulièrement si j'ose dire, des vagues pour recruter des évaluateurs, les former. Et en contrepartie, ces évaluateurs se doivent logiquement, pour résumer, prêcher la bonne parole auprès des prestataires qui souhaiteraient accéder à la labellisation. Ils se doivent aussi d'assurer les visites de labellisation, les revisites aussi, puisque le label alors pour répondre à l'une de tes questions, Audrey, le label est octroyé pour toute personne qui en fait la demande. On peut être un commerce, ça peut être la casemate, ça peut être un musée, ça peut être un prestataire d'activité lambda, un gîte.
peu importe, toute personne peut aspirer à être labellisée tourisme et handicap. Le label fait bien les choses parce qu'on a même une possibilité de s'auto-évaluer pour savoir un peu si on est loin du podium ou si on s'en approche et ce qu'il faut faire pour. On est là aussi pour accompagner les personnes, pour répondre à leurs questions. D'ailleurs, la casemate avait été labellisée, malheureusement, entre-temps. Elle a perdu son label, mais ça nous est arrivé à nous aussi. Hein. Donc, le label est octroyé pour 5 ans. On peut se faire labelliser pour 2, 3 ou 4 familles de handicap. Et ce qui répond, j'enchaîne sur l'autre de tes questions qui répond à celle-ci, qui est de savoir que nous avons en gros, hein, vraiment pour dire, on a quand même 4 familles de handicap. Hein. Après, il y a d'autres handicaps, si j'ose dire, qui sont un peu parallèles, mais malgré tout, on les englobe dans les 4 familles de handicap que sont le mental, on parle aussi d'intellectuel, selon le handicap porteur, moteur, visuel et auditif. J'ai fait dans le désordre, mais c'est ça. Majoritairement, en statistique, c'est le moteur qui est très présent, hein, que ce soit sur notre territoire ou ailleurs. Et c'est aussi par le moteur on a entendu parler véritablement de handicap, parce qu'en fait, d'abord, c'est la loi 2005 qui l'a autorisé. Et puis, c'est vrai qu'on a coutume de dire que là où passe un fauteuil, tout le monde peut passer. Après, il reste à savoir ce qu'on propose. Mais en tout cas, tout le monde peut entrer dans un site à partir du moment où un fauteuil le fait. Et c'est vrai que dans la mémoire de tous, la mémoire collective, le picto du petit fauteuil fonctionne très bien. Et c'est vrai que les autres familles de handicap ont leur propre picto sur le plan de la communication, mais c'est vrai que c'est souvent celui que l'on voit sur toutes les communications quand il y a un lieu qui est accessible. Donc, pour centrer sur le label, moi, je dois normalement assurer le pacte que j'ai avec la région, c'est d'assurer au minima une dizaine d'évaluations, que ce soit sur Grenoble, mais comme le territoire, puisque je suis malheureusement la seule à porter cette casquette d'évaluateur sur le territoire. Théoriquement, là où d'autres territoires sont 2, 3 acteurs, moi je suis toute seule. Du coup, c'est compliqué parce que ce n'est pas ma seule mission et que je ne peux pas être complètement libérée sur cette mission-là. Il faudrait presque, mais ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc c'est un peu compliqué. J'essaie d'en assurer au mieux 3, 4 les bonnes années, mais c'est vrai qu'on va difficilement jusqu'au 10. Et il y a des grosses demandes entre les revisites tous les 5 ans et les personnes qui souhaitent entrer carrément dans la labellisation. Alors, je ne sais pas si je sais plus s'il y avait d'autres questions dans… Non, pas vraiment, mais là, ça concerne de toute façon que des lieux. Alors, voilà. Ça concerne que des lieux ou des activités. Par des exemple, activités aussi. Oui, nous, on avait ouvert la voie au cahier des charges du tout premier label, au tout premier cahier des charges du label, c'est l'Office de tourisme qui avait ouvert la voie. En gros, c'est nous qui l'avions, pour refaire rapidement l'historique, qui avions créé à la demande de la région le premier cahier des charges, donc on a pu forcément s'y coller plus facilement il y a plus de 10 ans de cela, et au bout de 5 ans, on l'a perdu parce qu'on a un peu vécu sur nos acquis. Donc, moi, j'ai fait en sorte de le récupérer, c'est ce qu'on a fait. Il y a 2 ans, pas tout à fait 2 ans de ça, on a récupéré la labellisation, ça me semblait juste une évidence basique. Après, cette année, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de faire labelliser les activités que nous proposons, comme les visites guidées, par exemple, les produits touristiques, les packages, toutes ces activités-là. Voilà, cette année, je me dis qu'il faut qu'on passe un peu la vitesse supérieure et qu'on permette aux personnes en situation d'accéder à un maximum de visites guidées au même titre que d'autres personnes. Ce ne sera pas si simple parce qu'il y a des lieux qui sont ce qu'ils sont, et encore Grenoble est une des meilleures villes de ce point de vue-là, mais il y a quand même des complexités qu'il va falloir qu'on aborde et trouver des solutions à ça. Mais voilà, c'est ma démarche. Donc, les activités peuvent aussi l'être. Vraiment, c'est ouvert à tous, le label. Et c'est intéressant parce que quand on va sur la labellisation, sur le site internet que j'ai partagé dans la discussion, en fait, on peut aussi trouver plein de conseils parce qu'il y a un genre de cahier des charges à respecter. Et là, on se rend compte effectivement de tous les efforts qu'on doit faire
pour être labellisé. Donc, ça donne Oui. aussi beaucoup d'idées, Alors, même si on ne va pas absolument. jusque-là. Alors, ce qui est encore mieux, parce que le cahier des charges, quand on n'a pas, c'est bon, comme beaucoup de cahiers des charges, hein, vous me direz, mais quand on met le nez dedans pour la première fois, il peut faire peur. Et encore, il a été simplifié. Mais il peut faire peur parce que tout dépend, encore une fois, ce que l'on vise. Si l'on vise les 4 familles de handicap, il peut faire peur. Il est lourd, il a un nombre de pages fou. Mais euh, la petite appli qui a été mise en place et qui permet de s'auto-évaluer déjà est très bien faite parce qu'elle permet de voir pour quel handicap on est prêt. Parce que potentiellement, quand on est un ERP, on devrait déjà être pas loin du podium pour le PMR, c'est sûr. On devrait être prêt. Ça permet de voir si l'on est prêt pour quelle famille de handicap et si l'on n'est pas prêt pour les familles que l'on vise, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour pouvoir accéder pour pouvoir être prêt et être labellisé. Alors, quelquefois, c'est vrai qu'on vise les 4 familles parce qu'on se dit, bon, voilà, il faut qu'on accueille vraiment les 4 familles de handicap et c'est très bien, mais c'est vrai qu'on peut le faire par palier aussi. On peut se dire, ben voilà, je me sens prêt à investir des efforts et autres pour 2 familles. C'est déjà très bien parce qu'on sait très bien que dès qu'on ouvre une porte, le fait d'accéder par palier, en général, on ne se contente pas des 2 familles. On va aller au-delà. Parce que si vous, par exemple, si vous vous labellisez pour l'auditif et le mental, ou le PMR et l'auditif, on va dire, forcément, vous serez sollicité par les autres familles pour savoir si vous êtes accessible, vous voyez. Donc, tout ça va vous encourager à vouloir le faire. Donc, souvent, c'est vraiment un produit d'appel, si j'ose dire, le fait de se labelliser pour au moins 2 familles, parce qu'ensuite, tout doucement, on peut continuer à aller vers la 3e et la 4e. Et ça, c'est toujours pareil, c'est un accompagnement par les évaluateurs qui peut vous être apporté aussi. La casemate, c'est ce qu'on a fait, notamment. Alors justement, tu parles des 4 familles de handicap. On va peut-être déjà les rappeler et voilà, les difficultés que rencontre chaque famille. Oui, alors je voulais m'excuser déjà parce que c'est terrible de dire qu'on n'a pas le temps. C'est ce que je disais à Audrey, j'aime pas cette formule, mais parce qu'il y a des thématiques qui doivent, pour lesquelles on doit prendre le temps. Mais malheureusement, c'est une évidence et une réalité de terrain. Je n'ai pas pu vous préparer quelque chose. J'ai des PowerPoint prêts, j'en ai déjà présenté, mais beaucoup plus lourds. Et pour le genre d'échange qu'on a ce matin, ils n'étaient pas adaptés. Donc, je m'excuse par avance. En revanche, sachez que j'ai des PPT à dispo si vous avez besoin, des choses qui peuvent vous apporter un complément d'information à votre dispo. Il s'agit simplement de me demander et je vous les enverrai sans aucun problème. Je vous enverrai le lien d'accès. Voilà, parenthèse fermée. Merci. Alors, c'est vrai que les 4 familles de handicap, on entend beaucoup parler et visuellement, c'est beaucoup parlant, le handicap moteur. Toutes les personnes handicapées moteurs, c'est voilà, les personnes en fauteuil, on parle de PMR, personnes à mobilité réduite, on parle de personnes de façon générale en situation de handicap, non pas parce qu'elles sont handicapées, mais parce que le contexte dans lequel elles vivent fait que ça crée la situation de handicap. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, c'est des personnes qui ne se sentent pas plus handicapées, mais par contre, le contexte dans lequel elles vivent les ramène systématiquement à ce handicap dans la mesure où tout n'est pas adapté. Voilà. Donc, ça, c'était une petite parenthèse importante. Le handicap moteur, donc, que l'on soit, c'est pour ça que ça peut nous toucher tous, parce que l'on soit en fauteuil majoritairement, ou que l'on soit en déambulateur, ou que l'on ait eu un accident de vie qui fait qu'on n'est pas en fauteuil, mais qu'on ait du mal à se déplacer. Tout ça fait que ça concerne les handicaps physiques et moteurs. Donc, j'ai envie de vous dire, de la même façon que les autres handicaps, on est tous amenés normalement à prendre de l'âge, à vieillir. On se rend compte que ce soit la vue, l'audition ou même physiquement. Alors, de là à être en situation de handicap, évidemment, il y a vraiment un écart, mais on est quand même tous amenés plus ou moins à connaître ces situations au minima. Et c'est pour ça que c'est très important d'être tous concernés par ça. Donc, le handicap moteur qui est majoritaire et qui a ouvert la voie à la visibilité et au fait que l'on fasse évoluer un peu le handicap dans nos sociétés. Ensuite, on a le handicap mental. C'est peut-être celui qui est le plus méconnu. C'est peut-être aussi celui qui fait le plus peur parce que de par mes visites sur le terrain, je l'entends souvent.
oulala, non, ah non, moi, des handicapés mentaux, non, non, ça fait trop de bruit, c'est trop compliqué, voilà. C'est des phrases qu'on entend après. On est prêt à les entendre parce qu'il faut les entendre, parce que ça permet justement de briser la glace et d'établir un dialogue et d'expliquer en quoi ça ne doit pas faire plus peur que le reste. Simplement, il faut adapter de bonnes choses parce que ce handicap, peut-être plus que les autres, a besoin d'être sécurisé. Donc, quelquefois, c'est autant le handicap moteur, ça demande quelquefois des investissements, effectivement. Le bâti, c'est assez lourd financièrement. Autant le handicap mental, il va demander plus du bon sens et plus de l'adaptation vraiment. Donc, beaucoup moins d'engagement financier. Donc, c'est un peu dommage de ne pas faire l'effort d'essayer de modifier quelque chose dans le sens où c'est peut-être celui financièrement qui va demander le moins d'investissement. On a le handicap auditif qui, bon, bah voilà, hein, je veux pas qui comprend les malentendants et les non-entendants, les sourds. Hein, on n'ose plus employer certains mots aujourd'hui, mais ça reste encore des personnes sourdes et ça ne les gêne absolument pas qu'on les catalogue comme des personnes sourdes parce que c'est ce qu'elles sont, sans faire de mauvais jeu de mots. Et on a les malentendants. Donc, on entre dans ce handicap de la même façon, simplement. Les malentendants, quand ils ont encore un peu de perception auditive, il y a des outils qui sont adaptés, différents que les personnes, effectivement, qui sont complètement sourdes. Et puis le dernier, le visuel, pareil, je ne vous fais pas de dessin, donc on a les non-voyants, les aveugles, comme on le disait un peu plus avant, et puis les malvoyants. Voilà, donc de la même façon que l'auditif, on a des degrés. Le malvoyant peut encore lui montrer des choses selon. Évidemment, celui qui ne voit plus du tout, c'est d'autres outils adaptés. Voilà. C'est souvent plus d'outils qui sont mal adaptés. Il y a une vraie volonté, mais quelquefois, il n'y a pas le bon outil qui croise avec le bon handicap. Et du coup, c'est plus à ce niveau-là qu'on voit des décalages quelquefois sur le terrain. Il y a quelque chose que tu disais qui était intéressant, c'est que au fil de notre vie, on va forcément, peut-être pas forcément, mais être concerné par un type de handicap. Et là, récemment, donc, il y a la Rotonde de Saint-Étienne, qui est un centre de sciences équivalent de la casemate pour Saint-Étienne, qui a diffusé un guide qui est très intéressant, qui s'appelle le guide médiation-inclusion. Je vais le partager aussi dans le chat et puis dans les ressources qu'on pourra vous envoyer ensuite. La façon dont ils ont décrit les handicaps, c'est justement pas par famille de handicap, mais plus en parlant de personnes avec des besoins spécifiques. Oui. En disant que voilà, une personne qui s'est cassé la jambe au ski la semaine dernière, et ben, il va aussi avoir des difficultés pour avancer. En parlant plus de difficultés d'avancer, difficultés d'attention, difficultés de vision. Et je trouvais ça très intéressant dans l'approche pour se dire il y a vraiment beaucoup plus de personnes qui sont concernées que les simples personnes handicapées. Exactement. C'est ce que je dis souvent. Je dis que l'on soit concerné directement, parce que souvent, c'est quand on est touché ou que l'on a un proche que l'on se sent vraiment investi et concerné. Après, c'est légitime, ça peut paraître légitime. Hein. Effectivement, oui. Souvent, le handicap, on parle du handicap par des personnes qui ne sont pas porteuses. On le voit, personnellement, j'ai cette chance-là, ou je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas, je ne suis pas porteuse de handicap. Malgré tout, ça ne m'empêche pas d'être très sensibilisée et informée. En revanche, c'est vrai que je ne suis pas porteuse de handicap. Donc, forcément, on est bien obligé de s'appuyer sur des structures et des personnes qui, elles, le sont. Après, c'est vrai que nous, en tant qu'évaluateurs du label, on est obligé de parler de famille dans le sens où ça permet, comme je vous le disais, d'adapter les bons outils. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que d'abord pour éviter les stigmatisations et puis pour dire l'accessibilité pour tous. Aujourd'hui, on entend parler d'accessibilité pour tous parce qu'effectivement, on s'adresse aux personnes handicapées quand on met en place des choses, mais ça profite à tout le monde. Ça profite absolument à tout le monde. Donc, les personnes qui vieillissent, effectivement, quand on a des amplificateurs de son et ces personnes-là sont appareillées de la même façon qu'une personne qui est malentendante, elle va en profiter. Ça va lui amplifier le son et elle va en profiter. Quand on a une signalétique qui va bien, personnellement, j'aime bien la signalétique, pas
à Xer, mais quand on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas, la première des choses, c'est quoi? Quand on n'a pas quelqu'un qui peut nous renseigner ou qui a une barrière de langue, ou que si on a une signalétique qui prend le relais, mais c'est impeccable et ça sert à tout le monde, c'est universel quand elle est bien faite. Donc, vous voyez, ces choses-là, souvent, c'est le handicap qui les permet, mais elles sont nécessaires pour tout le monde. Donc, on parle effectivement d'accessibilité pour tous aujourd'hui. C'est ça, la culture scientifique pour tous, comme le titre du webinaire. Exactement. Alors peut-être justement, on va rentrer dans le côté un petit peu plus pratique. Je pense que parmi les participants qui sont avec nous aujourd'hui et dans les situations qu'on peut rencontrer dans nos milieux, soit de communication, culture ou culture scientifique, il y a différents cas de figure qui peuvent s'appliquer. Donc, on va peut-être les aborder. Alors, soit tu les abordes tous en même temps, soit on les prend peut-être un par un. Mais on peut, par exemple, avoir un lieu, comme nous, par exemple, à la CalMat, où on va accueillir du public. Et ça, donc, il va y avoir des adaptations particulières qui vont être appliquées. Ou bien on peut ne pas avoir de lieu et puis plutôt avoir des activités. Alors, soit, par exemple, j'ai une personne qui était intéressée qui fait des visites dans des espaces naturels sensibles, enfin, qui sont plutôt en fait de l'aspect médiation avec une interaction directe avec le public, un guide qui parle à son public, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a les deux situations qui peuvent être un petit peu séparées, soit le lieu en tant que tel, soit l'accueil de public en particulier avec des animateurs médiateurs. Ouais, ouais. Voilà, je vais te laisser peut-être revoir en parlant des familles de handicap d'un côté et puis des activités de l'autre. En fait, la difficulté souvent qu'on rencontre, c'est que même, alors on parle de famille, certes, mais même dans une famille, vous avez, un peu comme une famille traditionnelle, hein, on peut être 4, 2, 10 dans une famille, il n'y en a pas un pareil. Et c'est normal. Donc, en fait, la difficulté, c'est où est-ce qu'on met le curseur entre traiter la famille dans sa globalité et traiter l'individu selon si on parlait des PMR, selon le type de fauteuil qu'a l'individu et selon le degré d'autonomie qu'il peut avoir par rapport à ses déplacements et autres, on ne fera pas la même chose. D'accord? On ne proposera pas les mêmes choses non plus. Les outils, en général, ne changeront pas. C'est-à-dire que l'on ait un ascenseur qui soit accessible, normé PMR, qu'on soit en fauteuil électrique ou manuel. Théoriquement, aujourd'hui, les ascenseurs conçoivent ce qu'il faut pour les deux. Mais une activité, ce n'est pas la même chose. Donc, tu vois, tout se joue un peu dans le degré d'autonomie. En fait, tout se joue dans la proximité, dans le fait de bien questionner, bien connaître son public, bien savoir comment adapter. Aujourd'hui, j'ai l'impression quand même, alors peut-être pas assez vite hein, forcément pour les associations, mais j'ai l'impression quand même que les choses évoluent vraiment et dans le bon sens. Il y a des enjeux de société qui font qu'il n'y a pas le choix. Mais après, sur les activités, ça a tendance un petit peu à être assez latent. Si les personnes en elles-mêmes ne s'investissent pas, qui sont porteuses de handicap, ne s'investissent pas pour développer des activités elles-mêmes, j'ai l'impression on propose des outils, on propose des accès, on propose de ce côté-là, il n'y a pas de souci, mais sur les activités en elles-mêmes, c'est plus compliqué. Soit parce qu'on ne sait pas faire, soit parce que effectivement le côté, la pluralité des publics fait que on se dit comment toucher tout le monde. Est-ce qu'il faut créer une activité qui soit accessible à tous, mais du coup, comment faire? Ou est-ce qu'il faut créer des activités par type de handicap? Voilà, donc c'est souvent par méconnaissance de comment savoir faire qu'on ne propose pas. Donc, c'est un peu dommage, ça bouge un peu quand même dans les grands lieux, les grands sites touristiques et les lieux où il y a beaucoup de fréquentation. Je pense que ça bouge beaucoup plus vite, mais c'est vrai que sinon, y compris sur les territoires très accessibles, ça bouge plus difficilement de ce côté-là parce que je pense qu'on ne sait pas comment s'y prendre vraiment. Alors, il n'y a pas de solution miracle, hein. Moi, je pense. Nous, on a pour habitude de se dire, voilà, on travaille beaucoup avec les associations déjà, beaucoup. On s'appuie beaucoup sur leur retour parce qu'elles sont très investies et très en place. Donc et puis surtout, elles ont leurs adhérents au quotidien. Donc, on les questionne beaucoup, on s'approche beaucoup d'elles pour voir comment ça évolue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer à un groupe de personnes en situation de handicap mental? Qu'est-ce qui intéresse? Quel format? Donc, il faut beaucoup s'appuyer sur ces structures-là et puis pas hésiter à quelquefois, on crée quelque chose, une visite, on pense une visite, elle ne marche
pas, elle n'accroche pas. Alors, on revient sur ce qu'on a proposé, on essaye de savoir pourquoi ça n'accroche pas. Tout à l'heure, tu parlais des lieux sensibilisés et des espaces naturels. Tu vois, par exemple, nous, on a une grenobloise qui est en situation de handicap moteur, mais lourd. En revanche, elle a vraiment toutes ses facultés parce que c'est quelqu'un qui avait un poste à haute responsabilité. Et donc, elle vient régulièrement nous voir pour se tenir au courant de l'actualité, savoir ce qui se fait, puis qu'on discute un petit peu ensemble. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, il manquait beaucoup il y avait même rien sur les randonnées, sur les sentiers de rando, alors qu'on est quand même un territoire où je pense qu'il n'y a pas besoin d'insister sur ce fait-là, on a ce qu'il faut. Et du coup, on a trouvé ça un peu navrant et elle s'est dit, je me lance. Elle est allée voir la FRAPNA, la Maison de la Nature, en fait, la FRAPNA, et ensemble, elle est allée arpenter avec son fauteuil électrique et puis un compagnon. Elle est allée arpenter les sentiers. Elle les a listés, elle les a testés. Elle a mis les difficultés et la FRAPNA lui a assuré un dépliant, une communication qu'elle nous a rapportée. Et donc, ça profite à tous ceux qui veulent, toutes les personnes en situation de handicap moteur qui veulent aller se balader comme tout le monde. Donc voilà, c'est aussi avec des personnes très impliquées qu'on arrive à mettre en place des choses aussi. Nous, ça arrive fréquemment. C'est vrai que c'est très important et nous, c'est une des choses qu'on a commencé avec Cosmocité, c'est créer un groupe technique, Voilà. justement, qui rassemble des associations qui représentent les différents types de handicap, à qui on a présenté le projet. Et c'est vrai que les discussions sont très riches et amènent tout de suite des idées. C'est vrai qu'on est très bien reçu aussi dans la démarche et que moi, on m'a dit, du coup, ces associations m'ont dit, mais il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer, à nous proposer de tester, à venir même juste pour se rendre compte aussi de certains handicaps, pour mieux les connaître. Absolument. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter vraiment à le faire, quoi. Il faut se rapprocher vraiment de ce public-là parce que il va nous aider, nous orienter et les associations à Grenoble sont vraiment très, très... Je ne sais pas si... j'ai pas comparé sur le plan national, hein, ce qui m'intéresse, c'est surtout notre territoire prioritairement, mais c'est vrai qu'à Grenoble, elles sont vraiment très, très impliquées, très proches du public et à la fois des institutions et des prestataires. Elles sont de bons conseils. Moi, je trouve encore pas mal de conseils auprès de ces associations parce qu'on peut se former tout le temps. Hein. Donc, voilà, il faut... C'est le seul moyen qu'on a de s'approcher de ce public et de répondre vraiment aux demandes de ce public, quelle que soit la tranche et d'âge et sociale et le handicap. Alors, est-ce que tu as des petits conseils néanmoins pour améliorer ces accueils même si tu l'as dit, il y a plein de différents niveaux d'accessibilité. Alors, peut-être qu'on ne va pas aller dans les cas lourds, mais si on a envie de commencer, juste peut-être quelques petites choses simples auxquelles il faut penser, en tout cas, auxquelles il faut qu'on soit sensibilisé. Faire savoir que dans vos lieux, déjà, vous êtes accueillant tout public. Voilà, alors bien sûr, il faut pouvoir avoir le bâti qu'il faut pour pouvoir le faire. Mais normalement, quand on est un ERP, c'est même l'obligation de la loi 2005. Donc là, je pense qu'on est bien de ce côté-là. Au niveau ERP, on est bien sur le bâti. Mais après, ce que je vois, moi, souvent, je vais te citer un exemple. J'ai fait régulièrement l'année dernière des visites de labellisation sur les gîtes. Ils sont très demandeurs parce que les gîtes, c'est une question de subvention, d'engagement aussi, bien évidemment, hein, ce n'est pas que la subvention, mais il y a une question de subvention portée sur des labels. Donc, ils se sont concentrés sur le label tourisme handicap, c'est très bien, ils auraient pu en choisir d'autres. Hein. Et pour certains, ça aurait été plus simple certainement d'en choisir d'autres. Donc, c'est très encourageant que les gîtes se lancent dans ces démarches et il y en a de plus en plus sur notre territoire. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que l'autre jour, j'ai eu un gîte au téléphone pour qui il était arrivé à bout d'échéance de la labellisation, au bout des 5 ans, et je l'ai sollicité pour savoir s'il reconduisait. Alors, il m'a répondu, je ne sais pas, parce que c'est quand même du travail et finalement, je n'ai pas beaucoup de public en situation de handicap par rapport à ce que je pensais avoir. Donc,
je l'ai rappelé, j'ai pris une note de ses commentaires, on s'est laissé un peu de temps, j'ai été regarder son site internet. Et ben, franchement, il fallait s'accrocher pour savoir qu'il était labellisé tourisme et handicap et à quel niveau. Et forcément, une personne en situation de handicap est un internaute classique, hein, et encore plus, c'est-à-dire qu'il va être obligé de s'informer un maximum de l'endroit où il va, de la sécurisation, de l'accès, et si au bout de, comme tout le monde, 4-5 clics, il n'a pas l'info, il va passer ailleurs. Hein. Donc, c'est souvent une histoire de com plus que de personnes ou de lieux. Alors après, les petits tuyaux, c'est faire savoir effectivement qu'on n'est pas forcément top, hein, et que tout n'est pas accessible, mais qu'on fait tout ce qu'il faut pour et qu'on est de bonne volonté et qu'on a cette démarche d'accueil de tout le monde et en quoi. Voilà, nous sur notre site, on explique clairement en quoi l'Office de tourisme est accessible pour permettre aux personnes de savoir si elles ont une totale autonomie ou si il faut qu'elle se fasse accompagner. Voilà. Après, bien sûr qu'il y a des formations, des sensibilisations. Quelquefois, les sensibilisations seules suffisent. La formation est obligatoire si on veut être labellisé. La formation des équipes est obligatoire. Mais moi, il m'est arrivé de faire des sensibilisations et les sensibilisations ont suffi. Avec les petites choses à savoir, à adapter pour les familles de handicap qui aident et qui permettent de dédramatiser le sujet, dédramatiser l'accueil fait aux personnes en situation de handicap. Donc, voilà, il existe des outils. Il existe aussi des outils de com, hein, vous avez dû entendre parler du FALC, du facile à lire et à comprendre. Ça, c'est un document qui est juste indispensable pour des personnes en situation de handicap mental parce qu'elle permet de comprendre un endroit, une activité, très facilement. Parce que le FALC est fait d'images, de phrases simples, de codifications qui permettent à ces personnes-là de suivre une visite guidée ou la visite d'un musée de façon tout à fait accessible, de la même façon que tout le monde. Voilà. Et il y a toute une série d'outils qui existent et qu'on peut déjà, auxquels on peut déjà accéder pour se permettre de gravir déjà un palier si toutefois on partait d'une base. Oui. Et du coup, ça sera peut-être bien de voir si... on partagera, nous, un certain nombre de ressources après la réunion et oui, peut-être qu'il y en a qu'on rajoutera. Rentrer dans le sujet par famille de handicap, j'ai peur qu'on soit un peu hors délai après sur le reste, hein, mais on peut le faire. Mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent se travailler parallèlement, c'est-à-dire qu'on peut travailler, guillemets, hein, mais gentiment. Mais c'est vrai que moi, j'ai des outils à dispo. Encore une fois, le site de la marque Tourisme Handicap permet d'aller s'auto-évaluer et permet de voir un peu effectivement ce qu'on demande par famille. Donc, ces choses-là, on peut les échanger, je pense, ensuite. Après, s'il faut rentrer dans le sujet des familles, il n'y a pas de souci, mais à vous de me dire. Peut-être qu'on a des questions déjà dans un premier temps qui seront peut-être assez précises aussi. D'accord. De la part des participants. Alors peut-être Jonathan via le chat ou même les participants ont des questions éventuellement. Je vous écoute, si je peux répondre avec plaisir. Peut-être que je peux juste résumer les quelques questions qui sont arrivées. Il y avait une question justement, pour le coup, assez précise sur y a-t-il des choses à prévoir, des adaptations à prévoir pour les personnes muettes? Est-ce que ça fait partie des questions qui sont traitées de manière plus générale? Il y avait une question, mais auquel vous avez déjà un peu répondu sur l'aspect, est-ce qu'il y a un côté militant dans les démarches de ce qui est mis en œuvre? Et vous avez parlé de la question aussi du lien avec les associations et de la manière dont ça se tisse entre les différents, à la fois les collectivités, les structures, les associations, ce maillage-là, mais en tout cas, voilà, de cette part-là. Il y avait une petite remarque sur le fait que, vous l'avez aussi abordé, beaucoup d'euphémismes dans la manière d'aborder le sujet du handicap et d'employer des mots avec voilà, une sorte parfois de prudence qui était relevée que les personnes handicapées elles-mêmes n'étaient pas forcément favorables à toujours euphémiser leur situation de handicap. Exactement. donc Exactement. Voilà. Donc, c'était déjà quelques questions. Après, on pourra en reprendre d'autres. D'accord. Alors, sur la première question, oui, les personnes muettes, elles s'expriment par signes.
Pas toutes, hein, parce que la langue des signes, la LSF, la langue des signes française, puisque la LSF n'est pas universelle, contrairement au braille, la langue des signes, ça ne prend pas forcément systématiquement aujourd'hui. Et puis, quelqu'un qui est muette et qui parle la langue, qui pratique la langue des signes, pardon, n'a pas forcément l'interlocuteur face à lui qui va la pratiquer aussi. Donc, c'est essentiellement la langue des signes pour celles qui la pratiquent, les personnes qui la pratiquent. Après, il y a d'autres méthodes. Hein. Une personne qui n'est pas plurihandicapée, c'est-à-dire qui serait que muette. Vous avez de l'audio, de la description, pas de l'audio éventuellement aussi, mais de l'audio-description ou de la description. Nous, on s'est équipé récemment à la banque d'accueil de l'Office de tourisme. D'ailleurs, petit hommage à M. Goyon David Sam, ce n'est pas de la publicité mal placée, mais c'est parce que ce monsieur qui se trouve derrière l'Office de tourisme est lui-même porteur de handicap et accompagne les structures pour s'équiper de super outils. Et il a lancé un prototype qui va présenter d'ailleurs au prochain concours, qui est un support de boucle magnétique sur lequel vous pouvez alors, garder la boucle magnétique pour l'amplification de son pour les personnes malentendantes. Et en même temps, sur le même appareil, vous avez la possibilité de poser votre smartphone, d'accéder à l'appli AVA, entre autres, il y en a une autre, et dans ce cas-là, vous pouvez avoir un dialogue avec l'interlocuteur par description, audio-description, c'est-à-dire que la personne qui accueille va parler, d'accord, et la personne qui reçoit l'information, elle est écrite directement. Donc, cette personne-là peut également s'exprimer. Alors, c'est vrai que c'est plus adapté aux personnes qui ont encore une possibilité d'échanger. Hein, parce que on parlait de personnes sourdes, il y a des personnes qui sont des personnes muettes, pardon, je vais y arriver. Il y a des personnes qui le sont complètement. Auquel cas, c'est essentiellement effectivement de l'écrit et de la LSF. Et il y a des personnes qui arrivent encore à se faire comprendre sous forme de mots souvent saccadés, mais on a une personne comme ça qui est régulière à l'Office de tourisme, et quand on est attentif et quand on n'a pas de pollution sonore, si j'ose dire, dans le contexte, et dans ce cas-là, on s'écarte un peu et on se met dans un lieu qui est plus adapté, on arrive à se comprendre. Donc là, pour le coup, l'appareil en question est génial parce que même les phrases qu'elle va vous dire, même si ce sont des mots, des mots saccadés, ils vont s'inscrire. Donc, on va se comprendre, on va arriver à se comprendre. Donc, il existe des outils aujourd'hui qui améliorent les échanges pour toutes les familles de handicap. Après, il faut choisir d'investir, de se dire, effectivement, on entend encore une fois souvent parler, oui, mais moi, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en reçois pas beaucoup, donc je ne suis pas sûre de vouloir investir, mais comme je dis, c'est souvent le chien qui se mord la queue, hein, pardon pour l'expression, mais prenez le sujet à l'envers, lancez-vous, adaptez-vous, et ensuite faites-le savoir et vous verrez si votre fréquentation n'évolue pas, à condition que vous ayez quelque chose à proposer, évidemment. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il existe vraiment des choses pour toutes les 4 familles de handicap. Il s'agit juste de se donner les moyens. Quelquefois, c'est des petits moyens, quelquefois, effectivement, ils sont plus importants. Mais cet appareil-là, c'est un prototype, on est en test en ce moment, donc je l'ai fait savoir aux associations afin qu'elles puissent nous envoyer des adhérents qui viennent tester un peu pour voir si ça fonctionne ou s'il faut faire évoluer. C'est là le travail en proximité avec les associations. Mais oui, on évolue avec le handicap, c'est-à-dire que selon les besoins, le handicap évolue aussi. Et donc, quand les personnes viennent et qu'on se rend compte que ça ne marche pas, et on retravaille la copie et on fait en sorte. Mais pour ça, effectivement, il faut avoir des personnes comme M. Goyon de chez Habitsam qui est au plus près du terrain parce qu'il est lui-même porteur de handicap. Alors, sur l'euphémisme, Jonathan, je suis complètement d'accord avec vous. Et moi, pour aller régulièrement dans des réunions où sont présentes des personnes en situation de handicap, si on pouvait faire évoluer les choses aussi vite que la sémantique, ce serait top. Elle ne demanderait rien de plus parce qu'on s'attache à une sémantique qui gêne personne finalement. Hein. Mais après, moi, je crois que c'est plus une question de société et de siècle parce qu'aujourd'hui, la sémantique entière gêne. Hein. Donc, c'est comme ça, bien, pas bien, peu importe. Mais en tout cas, ça les importe peu. Alors,
encore une fois, il y a un rapport au handicap, hein, des personnes qui sont peut-être handicapées récemment et qui n'ont encore pas intégré l'idée du handicap, peut-être qu'elles seront sensibilisées à la sémantique, quand on dira les handicapés, les sourds, les aveugles, les fauteuils. Bon, on entend les caddies ou les chariots, on n'en est plus là quand même, mais on a eu entendu, mais voilà, les personnes comme ça sont peut-être sensibilisées, peut-être plus. Donc, il faut faire attention quand même. Comme une personne sera peut-être plus sensibilisée au fait que l'on dise, excusez-moi du terme, mais les meufs ou les femmes. Vous voyez, c'est sans faire de lien. Mais par contre, il y a des personnes qui sont nées avec le handicap ou qui ont pris le temps d'intégrer le handicap et qui ont cette maturité-là, et pour qui la sémantique n'apporte absolument pas. S'ils doivent choisir entre modifier la sémantique et modifier le contexte, c'est évident que voilà, le choix, il est vite fait. Merci. Oui. Peut-être par rapport à la question du lien avec les associations et la démarche Oui. aussi qui peut être militante, peut-être Oui. enfin, voilà, un peu, avoir aussi votre point de vue sur ce sujet-là. Alors, militer, c'est vrai que c'est un mot peut-être fort, hein, mais en même temps, c'est vrai que c'est une réalité. Hein. Souvent, je dis c'est dommage qu'on entende parler du handicap à chaque campagne électorale et puis après plus rien, ou presque. Donc, on est forcément militant dans ce cas-là. Il n'y aurait pas cette notion de militantisme si ça avançait, que ça avance tout doucement, bon, mais que ça avance de 10 pas, puis ensuite plus rien. Et puis, on a un peu cette sensation quand même. Nous, à Grenoble, on est une ville hyper accessible. Hyper accessible. Nous, c'est courant hein, de voir passer, ça nous étonne même plus de voir passer des cannes, des chiens d'aveugle, des fauteuils, des groupes de handicapés mentaux qui vont visiter la ville. Voilà, c'est courant chez nous. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais sur le plan national, même national, juste français, il y a des disparités incroyables. Donc, on est forcément militant parce que quand on veut faire évoluer des choses, des points aussi importants que ça, de société, on ne peut pas être autrement que militant. Donc, les associations le sont forcément et c'est quand même grâce à elles que les choses évoluent. Là, j'ai entendu récemment dans l'actualité que les fauteuils, ça y est, les fauteuils étaient pris en charge en totalité par l'État français. Les fauteuils, quel que soit leur coût, puisqu'avant, il y avait effectivement un plafond sécurité sociale et puis après, le reste restait à charge aux personnes en situation de handicap et le reste à charge était énorme encore pour quelqu'un. Alors, certes, toutes les personnes en situation de handicap ne sont pas médicalisées, H24, ne sont pas dépendantes financièrement d'aide, etc. Toutes ne le sont pas, mais enfin, certaines le sont. Et c'est vrai que c'était encore lourd. Donc, ça, c'est une avancée, je trouve. Alors, aux grandes dames, peut-être des personnes qui louent du matériel et notamment des fauteuils, mais bon, en même temps, hein, c'est voilà, comment faire. Les fauteuils en location resteront quoi qu'il arrive parce qu'on aura, nous, institutions, toujours besoin de louer, toujours besoin de faire appel à ces services-là. Mais ça, c'est une belle avancée. Je pense que les associations, ils sont pour beaucoup derrière ça. Donc, c'est vrai que le financier ne fait pas tout, mais il est essentiel. Donc, ça, c'est une avancée. Mais ces associations, elles sont militantes sur le terrain. Mais il faut aussi, elles sont aussi de très bons conseils, ce sont aussi des agences de conseil, d'accompagnement, d'amélioration de la connaissance du handicap. On ne s'appuie pas suffisamment sur elles, je trouve, pour faire une seule et même démarche commune. Voilà, nous, on le fait autant que possible. Mais parce qu'à Grenoble, on a la chance, encore une fois, d'avoir un tissu associatif sur cette thématique-là qui est juste incroyable, qui a fait ses preuves, que ce soit la PF ou Valentin ou d'autres, ou l'ancienne AFIPAIM pour le handicap mental, on a ce qu'il faut. Donc, des gens très engagés, des gens très actifs et des gens qui font vraiment, vraiment évoluer les choses. Et c'est ce qui fait aussi par des élus qui ont cru aussi à l'évolution du handicap il y a des années. C'est ce qui fait que Grenoble est une ville vraiment, vraiment très, très accessible et que l'on voit des personnes qui aménagent à Grenoble en situation de handicap et qui aménagent à Grenoble juste pour ce côté accessible. Donc, il ne faut pas s'endormir sur ces acquis, mais on est plutôt bien, je trouve. Donc, parce qu'on a su travailler aussi avec des associations main dans la main, les élus, les associations et tous les acteurs qui se sentent engagés par le handicap.
Oui, je me permets de rebondir parce que c'est tout à fait. Enfin, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, moi j'avais fait une étude à Grenoble sur le handicap, et c'est vrai que ce qui était dit, c'était que ça reposait beaucoup plus sur un aspect humain et un aspect de personnes, notamment dans Exactement. certaines équipes d'élus qui étaient prêtes à s'investir en lien avec les associations et qui avaient un aspect aussi vertueux du Oui, fait que ce que vous dites, c'est que vu que le handicap était pris en compte, les personnes venaient s'installer davantage à Grenoble pour faire leurs études, exactement. j'avais rencontré des étudiants, etc. Et que du coup, par définition, il fallait aussi que l'ensemble du réseau puisse être accessible aux personnes porteuses de handicap. On pense aux trams ou des choses comme ça qui, au départ, les techniciens disaient non, c'est impossible, les moteurs, on les met en dessous, donc vous ne pourrez jamais pouvoir avoir un tram accessible. Ils disent, ben, en fait, on va peut-être poser la question dans l'autre sens, il faut le rendre accessible. Donc, oui, oui, tout Exactement. à fait. Exactement, la voirie, Et, le tram. Ok, bon, on a une vieille ville et il y a des endroits où effectivement il faut surveiller. Mais à côté de ça, vous pouvez, un touriste en situation de handicap, bon, je ne parle pas des locaux hein, qui peuvent vivre, qui peuvent être pris en charge, qui peuvent se déplacer, qui peuvent être autonomes dans leurs courses, nous, on accueille régulièrement des stagiaires qui, qui suivent des BTS tourisme parce que depuis quelques années, Lesdiguières, le lycée hôtelier et restauration et tourisme de Lesdiguières accueille désormais des étudiants en situation de handicap, alors moteur essentiellement pour l'instant, mais lourdement quand même pour certains. Et nous, on les prend en stage. Alors, pas systématique, hein, ils ont leur entretien comme tout le monde. On essaye d'évaluer leur motivation parce que voilà, ça, c'est comme tout le monde. Et on essaye de voir à quel niveau ça pourrait être compliqué ou pas. Et dans ce cas, on trouve des solutions. Donc, on en est déjà, je ne sais pas, la 5e ou 6e stagiaire. Et la dernière en date, Natacha, qui est venue cet été, elle était autonome. Alors, effectivement, ils ont quelquefois, pour pouvoir transférer, ils ont besoin d'une aide. Donc, on fait venir quelqu'un qui va l'aider à transférer. Mais à côté de ça, sinon, elle a fait de l'accueil, elle a fait absolument toutes les missions qui relève du métier de conseillère en séjour, accompagnée comme n'importe quel stagiaire. Et puis elle partait rejoindre son hébergement avec ses transports, etc. Elle était complètement autonome. Donc ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Après, là où ça pêche un peu, mais comment faire de la même façon, il faut travailler avec toutes les institutions. Là où ça pêche un peu, c'est sur l'emploi. Alors, je déborde un petit peu, hein, mais j'ai du mal à comprendre comment alors, j'ai du mal, je pense comprendre quand même, mais sans jugement, hein, mais j'ai du mal à entendre qu'en fait, une jeune fille qui est en stage et PMR qui donne satisfaction, après, elle n'arrive pas à trouver un emploi avec la carte de visite qu'elle a et le CV qu'elle a. Parce que quand elle est venue chez nous, elle avait déjà fait d'autres offices de tourisme, mais pas que. Hein. Elle avait fait des accueils dans des sites touristiques. Elle avait quand même roulé sa bosse, hein, encore une fois, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais derrière, je prends régulièrement des nouvelles, parce qu'elle a eu son BTS. Alors, ils passent leur BTS au lieu de 2 ans, ils le passent en 3 ou 4. Ils ont jusqu'à 4 ans, mais peu importe. Ils ont leur BTS. Elle a eu son BTS haut la main. Et les dernières nouvelles, c'est qu'elle n'a toujours pas de travail, comme la précédente d'ailleurs. Alors, je sais que les institutions travaillent là-dessus. Je sais que, voilà, elles font ce qu'elles peuvent sans doute, mais pour moi, ce n'est pas encore assez suffisant parce qu'elles n'arrivent pas derrière à trouver d'emploi. Donc, voilà, c'est peut-être de ce côté-là que ça pêche un peu, mais sinon, nous, c'est fréquent. Quoi. Quand on veut, vous voyez que vous parliez des transports, eh ben, voilà, on ne pouvait pas. Eh bien, la preuve que si. Aujourd'hui, on a toutes les lignes accessibles. Alors, il y en a certaines, c'est sur rendez-vous. Hein, au niveau de la tag, il y a certaines lignes de bus, je ne parle pas des trams, hein, mais certaines lignes de bus, c'est des rendez-vous que les personnes en situation de handicap prennent avec le chauffeur de bus. Mais bon, c'est possible. Sur toutes les lignes, ça couvre toutes les lignes en tout cas. Donc, c'est quand même énorme quand on peut se déplacer en autonomie. Vous n'êtes pas obligé d'être accompagné forcément de quelqu'un. Pour les personnes qui sont en situation et bloquées par ces déplacements, c'est juste énorme. Aujourd'hui, elles peuvent être autonomes. Oui, ça c'est essentiel. Et une fois qu'on peut se déplacer, c'est bien quand les lieux culturels aussi suivent. Donc, oui, suivent et proposent des choses, voilà, et proposent des programmes. Mais ça, alors, c'est vrai que
Ça va souvent derrière, Audrey. C'est souvent l'étape Exactement. derrière. Ouais. Ouais, c'est notre étape à nous. Et du coup, alors peut-être prendre encore deux, trois questions. Puis après, je pourrais aussi peut-être montrer un petit peu, enfin parler des difficultés peut-être que moi j'ai rencontrées Ouais. avec l'ouverture de Cosmocité dans laquelle je me suis Ouais. surtout occupée. Enfin, j'ai un rôle en fait d'un peu d'améliorer l'accueil justement des personnes handicapées dans ce lieu. Puis montrer deux, trois exemples, notamment qui viennent du Muséum d'histoire naturelle. Il y avait notamment donc, une première question, parce qu'on a dit c'est bien de travailler avec le tissu associatif, etc. Est-ce qu'il existe une liste de contacts qualifiés qu'on peut trouver facilement, ou où est-ce qu'il faut aller pour trouver ces listes De d'associations qu'on structure peut, associative. voilà, c'est ça, qu'on peut aller mobiliser? Alors, de façon impersonnelle sur Google, en tapant les bons mots-clés qui vont bien, on les trouve sans aucun problème, hein, c'est basique. Après, moi, j'ai un listing actualisé, donc ça, c'est quelque chose que je pourrais sans problème vous donner, aucun souci, hein, avec les référents, avec tout ce qui va bien. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe peut-être dans un aspect pratique, ou même des retours d'expérience peut-être? N'hésitez pas. Alors moi, j'ai mis une question dans Ouais. le chat, mais je crois que du coup, le sujet va être abordé visiblement après, avec les exemples du muséum. Donc, Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer l'exemple parce qu'on me l'a envoyé justement il y a quelques jours, donc ça tombe très bien. On parlait des moyens de communication, notamment avec les personnes muettes ou les personnes déficientes mentales. Et Ouais. c'est vrai que le Muséum d'histoire naturelle travaille beaucoup sur les questions d'accueil handicap. Ils font beaucoup de choses, donc c'est un peu un des modèles localement qu'on peut citer. Fais Et donc référence, récemment, je te coupe Audrey, mais petit clin d'œil du coup à Mokhtar Mohamed qui a beaucoup travaillé sur le sujet et exactement. certainement avec d'autres personnes, mais en tout cas, il a beaucoup été locomotive. Voilà, exactement, c'est lui en particulier. Et donc là, il a travaillé, alors je vais retrouver son nom, avec Marielle Lachenal, aussi pour la citer, Oui, oui, qui est donc présidente d'Andy Réseau. Elle est aussi formatrice en communication alternative et améliorée. Donc elle est aussi parent d'un enfant déficient intellectuel. Et donc elle est très active, apparemment très enthousiaste aussi, puisqu'elle m'a demandé de rejoindre notre comité technique super. à Cosmocité. Donc voilà, pour dire que vraiment les gens sont preneurs pour faire avancer les choses. Et donc voilà ce qu'ils ont mis en place. Je vais vous le présenter comme ça, puis on peut peut-être le commenter pour voir comment est-ce que ça fonctionne, puisque tu le sauras peut-être mieux que moi. Donc c'est une petite fiche, est-ce que vous la voyez tous? Oui, C'est tout bon. Et tout simplement, donc ça c'est pour dire effectivement que pour le côté en tout cas déficience mentale, il y a des choses qui peuvent être mises en place qui ne coûtent pas cher. Puisque là, simplement, on a une grille. Alors, on ne voit pas très bien, il faut peut-être que je m'avance un petit peu. Avec sur la première ligne, quoi, qui, où, comment, combien sur la planète, mon opinion. Et donc, pour chaque colonne, dans le quoi, par exemple, on va avoir des catégories. Donc, animal, plante, microbe, champignon, fossile, vivant ou pas vivant. Où? Alors, dans la terre, la montagne, la forêt, vraiment des descriptions simples avec une image associée. Dans la mer, dans l'eau douce, le lac, comment, est-ce que grand, petit, poil, plume. Ça me fait penser à un jeu que j'ai ouais, c'est reçu il n'y ça, a pas c'est ça, longtemps pour mes c'est filles, ça. où voilà, où on cherche un animal et puis on le décrit par toutes ses caractéristiques. Donc C'est ça. c'est vraiment très simple. Sur l'opinion, donc un peu d'émotion, peur, content, colère, triste. Euh, voilà. Et en fait, très simplement, on va pouvoir parler et puis montrer des cases. Alors, j'ai un petit exemple qu'elle m'a envoyé aussi, et qui est en fait un exemple par Thomas Pesquet, qui utilise. Alors, est-ce que vous avez vu là le changement d'écran? Je ne sais pas s'il faut que je le repartage. Donc ça, c'est la vidéo de Thomas Parfait. Pesquet. Alors, c'est un peu compliqué pour lui parce qu'il est en train de faire un vol parabolique en zéro gravité. Donc, il se met à flotter un petit peu au milieu. Mais en tout cas, il donne voilà, comment est-ce qu'on utilise ce genre de table.
Moi, j'aime aller dans la station spatiale. Allez, moi, j'aime regarder, parler avec vous, etc. Moi, j'aime voler dans la station spatiale. Moi, je peux encore voler avec vous, etc. Voilà. Pour la partie qui n'est pas bien faite, c'est le bruit. Ouais. Et du coup, quelque chose que justement les personnes déficientes mentales ont peut-être du mal à gérer. Mais en tout cas, voilà, on voit bien comment on décrit les choses avec cet outil. Est-ce que tu veux en dire plus, peut-être commenter? C'est ce qu'on appelle le FALC, en fait, hein, le facile à lire et à comprendre, qui est composé d'une image et d'un mot simple ou d'une phrase très simple, sujet, verbe, complément. Il ne s'agit pas de… Et souvent, alors, c'est pas réducteur que de dire ça, mais souvent, quand on teste un FALC, on le fait tester avec des enfants. Parce que ce que l'enfant va comprendre, en général, eh ben, c'est qu'on a bien fait la démarche, en fait. Ce n'est pas du tout réducteur, attention. Hein. Même si vous vous adressez à des adultes, c'est juste que c'est un niveau de compréhension très simple. Simple ne veut pas dire, comment dire, que ce sont des personnes qui ne pourraient absolument pas être intégrées à d'autres groupes, etc. Non, ça veut simplement dire qu'il faut un niveau d'accès hyper simple, sujet, verbe, complément, image, qui parle bien. On voit des choses assez rigolotes parce que voulant bien faire, les personnes, des fois, c'est plus du bon sens après, tu vois. Mais ils essaient. Et on fait souvent tester aux enfants pour voir si ça marche, si ça match ou si pas du tout, ou s'ils se posent des grosses questions. Nous, c'est ce qu'on avait fait au cours d'un atelier que j'avais eu dans une formation. On avait rejoint une structure associative avec des personnes en situation de handicap mental, pardon, et on avait fait venir des enfants qui n'étaient pas porteurs de handicap. Et c'était étonnant de voir comme les deux publics s'accordaient et se comprenaient dans le document qu'on avait mis en place pour joindre les deux publics. C'était juste incroyable. Donc voilà, c'est souvent le cas. Et effectivement, cette signalétique-là, encore une fois, elle nous parle. C'est-à-dire que d'un simple coup d'œil, vous êtes dans un aéroport, d'un simple coup d'œil, quand vous avez une image bien faite, bien parlante, souvent qui est dans la culture collective et dans la mémoire collective, eh ben, vous n'avez même pas besoin d'interpeller quelqu'un, vous allez suivre ce qui vous intéresse parce que l'image est bien faite, le mot qui accompagne l'image est bien fait. Et je vous donne un tout petit exemple, une anecdote. Nous, on a fait mettre pour la labellisation un picto en bas dans le hall que je vais changer quand on sera de nouveau dans la revisite d'ici encore 2 bonnes années. Parce qu'en fait, la société qui nous l'a installé, c'est un picto qui concerne l'ascenseur. C'est pour, dès le hall d'entrée, montrer aux personnes en situation de handicap moteur qu'elles peuvent emprunter un ascenseur en suivant la coursive. Sauf que le picto est composé d'une personne en fauteuil et d'une personne, vous savez, la silhouette féminine. Et dessous, il y a 2 petites flèches, une qui monte et une qui descend. Les gens ne voient absolument pas les flèches. Quand ils voient la silhouette féminine, ils pensent à quoi? Toilette. Donc, c'est 50 fois par jour. Mes collègues me disaient, Anka, fais quelque chose, change-nous ce picto, parce qu'il n'y a pas de toilette pour le public chez nous. Donc, il y aura encore des toilettes, ce ne serait pas grave, mais il n'y en a pas. Il y a un ascenseur, mais pas les toilettes accessibles. Enfin, pas les toilettes pour le public, pardon. Donc elles me disent, fais quelque chose sur ce picto, je ne peux plus, parce que les gens, ils vont directement, parce qu'effectivement, ils ont vu la silhouette féminine, qui est la silhouette lambda pour indiquer toilette mixte, et ils ne voient ni le fauteuil, ni les 2 petites flèches qui indiquent ascenseur. Voilà, parenthèse fermée. Donc, des fois, une signalétique mal choisie, elle peut donner des orientations qui ne sont pas attendues. Oui, il y a des fois aussi des graphistes qui aiment bien faire des choses un petit peu sympas, qui visuellement, esthétiquement sont effectivement jolies, mais que personne ne comprend. Plus efficace. Parce qu'effectivement, signalétique claire, quoi.
Tu viens de mettre un doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est qu'effectivement, on veut bien faire de la signalétique handicap, mais il faut que ce soit joli. Hein, pour pas que ça dénature les lieux, pour que ce soit en harmonie avec les lieux, pas que ça fasse, étrange et fuir les gens éventuellement. Enfin, il y a tous ces critères-là. Du coup, on veut faire du joli. Alors, faire du joli, ça, on peut avec le handicap. Hein. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui proposent des choses intéressantes, notamment des artisans plutôt. Mais quelquefois, comme tu le dis, ça peut déborder trop. Et effectivement, le joli, l'esthétique l'emporte sur la signalétique efficace, en fait. Oui, même chose avec les architectes. Alors, Pareil. peut-être que parmi vous, vous avez aussi ce genre d'exemple très concret à partager. Et autrement, je vous parlerai de mon expérience de Cosmocity. Ouais. Bon, je vais y aller. Super. Alors, effectivement, on ouvre un centre de sciences dans peu de temps. Et nous, on a un petit peu tous les différents aspects qui se mêlent, quoi. On a le côté bâtimentaire et accessibilité. Et je parlais effectivement de l'architecte qui nous a fait un ascenseur qui descend jusqu'en bas et un deuxième ascenseur qui monte jusqu'en haut. Mais il n'y en a pas un qui fait tous les étages. C'est un peu une petite anecdote. C'est comme le site de la Bastille. Voilà. C'est la même chose à la Bastille. Ça, Il y a donc, un ascenseur pour chaque niveau. Exactement, un changement de niveau. Et puis, on a tout l'aspect, effectivement, on a aussi une exposition qui demande certaines accessibilités. Donc, c'est ce que j'ai vu, moi, l'accessibilité PMR, de toute façon, elle est réglementée. Donc, une fois qu'on a un lieu, il est généralement accessible pour les fauteuils. Et ça, donc les entreprises le savent et le prennent en compte. Donc, c'est plutôt les autres handicaps qui m'ont intéressée, moi particulièrement. Donc, l'aspect vraiment, ce qui est proposé de façon permanente. Et puis, il y a l'aspect médiation dans la programmation culturelle, dans la relation entre les médiateurs et leur public. Alors, sur le côté vraiment bâtimentaire, accueil, c'est vrai que moi, le comité technique et la relation avec les associations m'ont vraiment m'ont fait comprendre plein de choses sur ce qui était ou non accessible, avec vraiment des propositions très concrètes derrière de ce qui pouvait être amélioré, comment est-ce qu'on pourra le faire. Et moi, je vais essayer de mettre en place ces améliorations et de faire visiter un groupe ensuite de personnes handicapées de ce comité technique pour qu'on se rende compte sur le lieu de ce qui est ou pas accessible. Alors, ce qui est très important dans ce qu'ils m'ont transmis, en tout cas, c'est, on l'a déjà dit, la communication sur ce qui est accessible, ce qui n'est pas accessible, du point de vue du bâtiment, mais aussi des activités. Donc, pas hésiter à dire, ben là, voilà, ça se présente de cette façon-là. Voilà l'activité qui est proposée. Et de façon à ce que les personnes qui sont concernées, en fait, puissent se faire une idée de est-ce que moi, je vais pouvoir y aller ou pas. Donc, par exemple, on a des projections sous le planétarium ou dans une salle où on a un écran de très grand format. Et là, dans ces cas-là, des personnes déficientes mentales ou des personnes qui ont des problèmes d'épilepsie ou ce genre de choses vont certainement avoir des problématiques. Et donc, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour dire si c'est accessible ou pas? Donc là, dans ces cas-là, ils m'ont dit, ben, n'hésitez pas à décrire vraiment quelle va être l'expérience pour les visiteurs pour qu'ils puissent se faire leur propre idée. Et quelque chose qui est très important aussi, c'est que les personnes qui sont à l'accueil ou bien qui sont les personnes contact pour l'activité puissent aussi transmettre cette information-là. Donc, c'est quelque chose que je suis en train de créer pour Cosmocité. C'est un guide, en fait, qui rassemble toute la programmation qui va être ouverte, mais décrite de façon à ce qu'on puisse savoir, ben, est-ce qu'une personne handicapée va pouvoir accéder à cette activité-là? Est-ce que enfin, voilà, dans les différentes familles, le plus possible, bien sûr, j'oublierai certainement des choses, mais en tout cas pour que peut-être le plus oui, de contexte possible soit pris en compte. Donc, une description. Et alors, l'autre difficulté peut-être, c'est que ces personnes à l'accueil soient sensibilisées, sachent où trouver l'information et la ressource. Et puis, donc la difficulté, c'est si une nouvelle personne arrive, à ne pas oublier de lui transmettre l'information à nouveau et qu'elle soit aussi au courant de toutes ces choses-là, qu'elle puisse répondre au téléphone, qu'elle puisse
accueillir les gens, puisque c'est la première personne qui va être en contact avec le public dans nos lieux ou pour nos activités. Ne pas négliger le site internet non plus, évidemment. Oui, c'est ça, le site internet avec quelque chose qui permet de savoir tout de suite la première page. Vous êtes en situation de handicap, voilà où vous Exactement. trouvez toutes les informations. Qui d'ailleurs doivent inclure aussi le comment est-ce que j'arrive sur le lieu. Est-ce qu'il y a des Exactement. places handicap qui sont prévues? Est-ce que je peux me garer? Est-ce Oui. qu'il y a des transports en commun, etc. Est-ce que c'est de plein pied? Est-ce qu'il y a une rampe? Est-ce que… Oui, effectivement. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on a l'ascenseur, etc. Donc, c'est toujours la description, la communication et l'accès à l'information. Ce qu'on m'a aussi conseillé, c'est d'avoir une personne qui est identifiée dans le lieu, qui est un peu la personne référente. Ouais. Exactement. Et qui, elle aussi, peut avoir sa photo sur le site internet en disant, voilà, cette personne-là, c'est une personne que vous pouvez rencontrer dans le lieu. Et vous pouvez aller la voir, elle est bienveillante, elle vous informera. N'hésitez pas à la voir. Oui, c'est ce que l'on a, nous, Audrey, sur nos pages, parce que entre la communication que l'on met, un peu générique, et on a créé le guide de l'accessibilité à travers une dizaine de thématiques, la restauration, l'hôtellerie, les activités, sortir le soir, se déplacer, etc. Et au-delà de ce générique qui répond à beaucoup de questions, après on a du cas par cas, on ne sait pas toujours répondre, hein, mais les gens ont la possibilité, effectivement, le public a la possibilité de cliquer via notre site, d'arriver en général sur ma messagerie, ou celle des collègues si je ne suis pas là, mais en tout cas la mienne principalement, et je réponds au cas par cas. Donc, quelquefois, ça me demande des recherches avant de pouvoir répondre, mais en tout cas, il y a au moins cette possibilité-là. Et ça, c'est très important. De toute façon, dans la labellisation, ça fait partie du cahier des charges automatiquement. Il faut qu'il y ait un référent qui puisse prendre le relais. Voilà. Oui, ça confirme, quoi. C'est le niveau… Ça confirme, vous êtes bien. niveau élevé. Il y a quelque chose aussi qui revient souvent, c'est la tarification. La tarification des personnes handicapées et de leurs accompagnants. Alors, c'est vrai qu'ils sont très sensibles au fait qu'il y ait une tarification spécifique qui soit appliquée et peut-être aussi penser à la gratuité pour les accompagnants qui sont associés. Alors, nous, la question qu'on s'est posée à la CASMAT, c'est oui, qu'est-ce qu'on fait si on permet de venir gratuitement et comment est-ce qu'on se dit oui, cette personne est validée pour être accompagnante d'une personne handicap. Donc peut-être ce qu'on s'est dit, c'est que souvent il y a les cartes en fait de personnes handicapées, elles ont justification, même si leur handicap est invisible, qu'elles sont handicapées et donc elles ont peut-être besoin d'être accompagnées. Oui, après c'est vrai qu'il n'y a pas encore une fois un peu de la même façon que la sémantique tout à l'heure. Les personnes en situation vont préférer payer un prix même réduit si elles accèdent à la totalité de l'offre. Hein. Oui. Elles vont préférer être dans cette démarche-là plutôt que de ne pas payer et de dire, bon, ben, vous avez une petite partie là qui vous concerne. Ouais. Après, vous ne pourrez pas accéder au reste des collections, etc. Tu vois, tout est une question de… Mais elles vont pas trouver choquant. Bien sûr, au-delà de certaines personnes qui sont dans la précarité, etc., et pour qui une gratuité sera toujours très bien. Mais, et notamment, les associations essayent de beaucoup faire en sorte, parce qu'elles déplacent des groupes, donc de faire en sorte qu'elles aient au minima un prix qui soit adapté, si j'ose dire. Mais c'est vrai que sinon, non, elles vont préférer être traitées, entre guillemets, comme tout à chacun, peut-être en améliorant un petit peu le prix quand même, histoire de faire un petit signe de ce côté-là, mais pouvoir accéder à l'offre de la même façon. Oui. Alors, l'autre aspect que nous, on rencontre, un autre aspect, c'est sur l'exposition. Donc, on va avoir une exposition permanente qui a été pensée, comme je l'ai dit, plutôt pour l'accessibilité PMR. Et bon, on a plutôt de la chance parce qu'on a des choses qui sont très complémentaires, des choses qui sont de la manipulation, des choses qui sont de l'ordre du multimédia, vraiment quelque chose qui permet en tout cas différentes approches dans l'exposition. Mais il y a quand même quelques petits dispositifs qui n'ont que de l'audio, par exemple. Et c'est vrai que là, les associations qui étaient ici de personnes malentendantes m'ont dit, c'est une des solutions qui peut être appliquée, c'est d'avoir déjà la transcription peut-être de l'audio qui est en texte dur, qu'on peut avoir et qu'on peut lire quelque part dans l'espace. Ou bien, en fait, pouvoir avoir un QR code situé quelque part sur l'exposition, à proximité, qu'ils peuvent utiliser avec leur smartphone, et sur lequel ils peuvent accéder de même à l'audio
puisqu'en fait, de nombreuses personnes, et ça je ne savais pas, sont donc appareillées et peuvent se connecter à l'aide notamment de Bluetooth à leur téléphone pour avoir un son amplifié et pouvoir entendre la même chose que tous les autres publics, en fait. Exactement. Ça, c'est Sur vrai les que appareils, sur ouais. les appareils auditifs aujourd'hui, oui. Voilà, et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, on ne le sait pas forcément quand on n'est pas concerné. Carrément. Et c'est quelque chose qui peut être fait aussi assez facilement. On peut voilà, imprimer un QR code, pouvoir le coller n'importe où, et puis là, permettre à quelqu'un d'accéder à une page Internet sur laquelle il retrouve le contenu original. Donc, disons que tu l'as expliqué, c'est une solution avec d'autres solutions. Ce n'est pas la seule solution parce que quelquefois, on peut voir les QR codes parce qu'effectivement, ça répond à une réalité de terrain d'aujourd'hui. Mais après, tu vas te heurter à une… Alors, génération, ce n'est pas tout à fait le mot parce que nous, on voit tous les cas de figure. Hein. On voit des papis-mamies qui sont à fond parce qu'ils sont encore dans cette démarche-là avec les petits-enfants, etc. Et puis, à contrario, tu vois d'autres personnes pour qui ce n'est pas aussi instinctif. Et du coup, utiliser uniquement un smartphone, tu vas effectivement toucher par un QR code un public, mais tu risques d'en délaisser un autre. Donc, voilà, le fait que ce ne soit pas la seule solution, mais que ce soit en plus du reste, c'est très bien. Oui, voilà, c'est toujours la question du curseur, quoi. C'est ça, le curseur, exactement. Pas en mettre trop non plus, parce que trop de solutions, voilà, je ne vois pas l'intérêt non plus. Voilà, exactement. Mais par contre, bien essayer de ne pas délaisser les uns au profit des autres quelque part, tu vois. Voilà, si on communique que par le QR code, même si aujourd'hui c'est omniprésent et voilà, c'est comme ça, j'ai peur que voilà, tu risques de te heurter à une génération qui va, certes, peut-être moins être dans le handicap lourd, mais qui sera un peu handicapé malgré tout par la communication, tu vois. Oui. Voilà. Bon. C'est la problématique, quoi. Là où on place le curseur, c'est la plus grosse des difficultés surtout quand on a un nouvel endroit. Alors en même temps, c'est bien parce que la copie est blanche ou presque, et on peut tout faire, donc c'est possible. C'est souvent plus simple que de devoir rectifier quelquefois. En revanche, où est-ce qu'on met le curseur, comme tu l'as très justement dit? Et c'est là-dessus qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Je vois qu'on nous a partagé dans le chat des ressources du réseau français sur l'entente de voix et autres expériences atypiques. Donc ça devrait compléter la discussion. Alors, pour continuer sur mon expérience, donc on a des vidéos qui ont été aussi sous-titrées. Et voilà, pour l'exposition, c'est à peu près tout. Après, on a des systèmes effectivement d'audio guide, pour amplifier les sons aussi pour tout ce qui est film. Mais ça, c'est aussi des choses qui sont un investissement forcément et qui ne sont pas forcément adaptées pour toutes les structures culturelles. Attention Audrey, pardon, je te coupe parce que tu en parles à l'instant. Attention aux auteurs de caractères aussi. Quand tu dis qu'elles sont c'est sous-titré, etc., bien faire attention à ce que ce soit suffisamment tranché, clair et auteurs de caractères qui permettent aux malvoyants. Hein, voilà, parenthèse, mais je pense que ça fait partie du package de la transcription. C'est quelque chose qui est aussi qui fait partie un peu des bases, on peut dire. Voilà, c'est facile à trouver. Les réglementations en taille de caractère, en contraste, comment éditer un document qui va être lisible aussi pour des publics malvoyants, qui utilisent aussi des fois des logiciels. Je pense que c'est des logiciels qui leur permettent d'entendre le texte. Exactement. Donc, ne pas hésiter à diffuser des documents en Word avec ces contraintes de contraste, de taille de caractère, qui en Word, parce que ça leur permet de pouvoir être lus par leur logiciel. Exactement. Le vocal est très intéressant aussi. Tu en as parlé, le vocal, parce que au-delà de ce côté un peu vivant, animé, dynamique, le vocal intéresse tout le monde. Alors, bien sûr, il ne faut pas être complètement sourd, hein, auquel cas, c'est autre chose en plus. Mais souvent, nous, tu vois, on avait fait mettre une maquette dans notre hall, une maquette 3D sur l'hypercentre de Grenoble. Alors, c'est drôle parce que c'est essentiellement les enfants
qui foncent dessus. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté ludique. Donc voilà, dès que tu mets un peu de vocal, un peu de maquette, de choses à toucher, c'est tout de suite ludique et ça intéresse tout de suite tout le monde. Donc voilà, toutes ces choses-là peuvent très très bien s'imbriquer entre elles. Voilà, il faut juste oublier personne, mettre un bon curseur, mais ça peut s'imbriquer très très bien et les uns pouvant utiliser les outils des autres quelque part, tu vois. Et là, ça permet la non-stigmatisation et ça permet l'accessibilité vraiment pour tout public, ensemble, sans avoir besoin de différencier tel accès à telle expo, tel créneau d'horaire, voilà. Ça, c'est pas Ouais, mal et c'est une très bonne chose. Ouais. Ouais, super. Alors, je vois qu'on arrive quasiment à la fin de l'horaire prévu qui était 10h30. Ça va vite. Juste pour vous dire aussi que j'ai pas vraiment abordé, on n'a pas vraiment abordé la question de la relation, je parlais à animateur et public. Mais pour cela, moi, j'ai trouvé très bien le guide de la rotonde que j'ai partagé en début de réunion, qui donne plein de petits exemples sur comment est-ce que voilà, on prend la parole face à différents publics, notamment parler de façon à ce qu'on voit bien notre bouche pour que des personnes qui lisent sur nos lèvres lisent sur nos lèvres, utiliser des mots simples, pas forcément parler doucement, mais de façon plutôt claire et entendable. Enfin, il y a plein de conseils très, très pratiques dans ce guide qui sont adaptés à toutes les catégories de familles d'handicap dont on a parlé et même plus. Et plein de conseils. Donc, je vous conseille vraiment de le lire, d'en prendre connaissance pour tous ceux qui sont en lien avec les publics et de voir aussi toutes les ressources qu'ils ont listées. Donc, je repartagerai aussi une liste de tous ces documents. Je voulais aussi mentionner, alors peut-être que tout le monde ne connaît pas l'AMSTI. L'AMSTI, c'est l'association française des musées et centres de sciences particulièrement, mais je suis sûre qu'ils sont aussi ouverts à accueillir d'autres structures. Alors, ils mènent depuis un certain temps déjà aussi quelques webinaires sur la question de l'inclusion. Et je voulais mentionner le prochain qui est prévu le 15 mai 2023 sur le thème neutralité et biais. Alors, je sais que la jauge n'est pas toujours très grande, mais je vous ai mis le lien dans le chat si vous êtes intéressé par la question. Avant de se quitter, est-ce qu'il reste des questions? Alors, moi, j'en ai une toute petite dernière pour toi, Audrey, par rapport à Cosmocité. J'avais rencontré l'année dernière Jenny à la Casemate parce que je trouvais dommage que la Casemate ait perdu son label et qu'il fallait, à mon avis, pas grand-chose pour qu'il le récupère. Bon, on a basculé sur Cosmocité pour les raisons que tu viens d'expliquer, hein, l'évolution, et c'est très bien. Et du coup, ma question est-ce que vous êtes prêt pour une labellisation? Est-ce que tu souhaites et c'est peut-être un peu tôt, peut-être encore, ou est-ce que tu souhaites qu'on en rediscute ultérieurement ou pas du tout? Voilà. Oui, il faudrait qu'on en discute parce qu'à vrai dire, on est très occupés en ce moment. Bien sûr, mais ça se prépare ensemble, c'est pour ça. C'est une seule et même démarche en fait pour éviter de devoir vous refaire faire d'autres choses. C'est un peu dommage, souvent c'est ça, c'est un peu dommage que ce soit pas en même temps englobé. Tu l'as fait, hein, tu as expliqué des choses qui sont juste géniales, hein. Mais pour être sûr que que rien ne soit oublié et que le jour où on doit appuyer sur le bouton, par exemple, ça puisse être fait. Ce serait juste dommage qu'un lieu comme Cosmocité n'ait pas sa jolie plaque à l'entrée parce que franchement, c'est pas possible. Il faut qu'on se recontacte. On se fait une petite rencontre pour ça. C'est une réponse qui me va bien, merci. Alors, est-ce qu'on a une question de dernière minute? Alors, je ne crois pas. Très bien, de toute façon, voilà, vous avez rencontré aujourd'hui Anne-Carole. Vous l'avez compris, elle est très prise, mais elle peut aussi répondre et nous conseiller sur des questions qu'on a. Avec plaisir. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui, que ça vous a intéressé. Vous pourrez donc transmettre le lien de la vidéo à tous ceux qui seront intéressés, qui n'ont pas pu assister à cette discussion aujourd'hui, si vous en connaissez. Et donc, je vous transmettrai à la suite de ce webinaire le lien vers la vidéo, la transcription du chat, les différentes ressources qu'on a pu aborder et certaines autres.
Et puis, je crois que je n'oublie rien. Vous recevrez peut-être aussi un petit message qui vous demandera un retour d'expérience sur cette rencontre. La prochaine rencontre, elle se fera au mois de juin et on n'a pas encore une date précise à vous donner, mais ça se fera autour de l'utilisation des réseaux sociaux dans nos communications. Voilà, ça sera un petit peu plus général. En tout cas, je remercie, un grand merci à Anne-Carole pour le temps À vous. consacré, pour tous ces conseils, et puis à tous les participants qui sont venus aujourd'hui. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée suite À toi à aussi, à ce vous aussi. webinaire. Et merci Audrey. Merci Audrey, c'était vraiment très intéressant. Merci Et beaucoup. ravie de vous connaître tous et toutes. Merci.